tous et bienvenue dans Voyons voir. Cette semaine, direction l'Isère pour plonger dans les coulisses du musée de Grenoble. Créé en 1798, le musée de Grenoble n'a cessé de s'enrichir pour compter aujourd'hui plus de 900 œuvres, anciennes, modernes et contemporaines, à laquelle s'ajoute un fonds d'antiquités égyptiennes, étudié et documenté par Champollion lors de ses séjours à Grenoble. Afin de mettre en valeur ce fonds, le musée propose pour cet automne une exposition événement organisée avec le musée du Louvre et consacrée à l'Égypte antique avec un sujet inédit, le rôle important des femmes à cette époque. Guy Tossato, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir dans votre écrin culturel et bien vivant. On l'entend autour de nous, beaucoup d'enfants ce matin pour découvrir de l'art moderne et bientôt une exposition événement autour de l'Égypte. Alors un point tout simplement sur ce musée. Il a un joli palmarès. Est-ce qu'on peut en savoir davantage? Où est-ce que nous sommes? Alors, le musée de Grenoble, c'est un musée ancien à la fois, puisqu'il a été créé il y a plus de 200 ans maintenant, à la fin du XVIIIe siècle. Et en même temps, c'est un musée dont la réputation est plutôt d'être un musée d'art moderne et contemporain, puisqu'il a une collection extrêmement importante, la deuxième après celle du centre Georges Pompidou, en importance en France, autour de l'art moderne. Et il faut savoir que c'était le premier musée d'art moderne de France. C'est au début du XXe siècle. C'est à Grenoble que le premier musée de France s'ouvre à l'art contemporain. Donc concrètement, dans le catalogue permanent, qu'est-ce qu'on peut découvrir comme œuvre? Quelles sont les périodes qui sont représentées? On en voit quelques-unes autour de nous. Oui, alors pour ce qui est du XXe siècle, effectivement, on a vraiment une sorte d'histoire de l'art, depuis le fauvisme jusqu'aux dernières tendances de l'art contemporain, avec quelques œuvres marquantes, notamment un ensemble de Matisse tout à fait extraordinaire, avec un ensemble surréaliste assez exceptionnel, et puis un ensemble autour de l'art américain, notamment des années 60, qui est un des plus beaux de France. Alors c'est pour ça qu'on voit du jeune public, depuis ce matin, venir se mettre devant l'étoile et apprendre un peu de l'histoire de l'art. Au-delà de ça, vous voulez attirer le public avec des expositions temporaires. Et là, gros coup de cœur quand même pour cet automne, c'est plutôt un cadeau avant Noël, une exposition consacrée à l'Égypte. Alors est-ce qu'on peut présenter le thème de cette exposition? Oui, alors le thème de cette exposition, c'est servir les dieux d'Égypte. Donc c'est un thème assez particulier autour de à la fois une période précise, la troisième période intermédiaire, donc à la fin du deuxième millénaire, début du premier millénaire avant Jésus-Christ. C'est un site particulier, la ville de Thèbes, et c'est un lieu particulier qui est le temple de Karnak, où on adore le dieu Amon. Alors pourquoi tous ces choix si précis? Pourquoi est-ce que Grenoble était légitime pour accueillir une telle exposition qui, on va le voir, compte de nombreux acteurs? Alors, parce que le musée de Grenoble, en fait, on a parlé de l'art moderne, mais il y a d'abord une très grande collection d'art ancien, tout à fait magnifique. Et puis, il y a aussi un fonds d'antiquité égyptienne assez exceptionnel. C'est après Marseille et Lyon, le troisième fonds le plus important, en dehors du Louvre, bien sûr, en France. Et c'est aussi la ville de Champollion. Il faut savoir que Jean-François Champollion a fait ses premières armes à la bibliothèque de Grenoble et il a dressé le premier catalogue de nos collections d'antiquités égyptiennes. Donc, si vous voulez, il y a vraiment une sorte de lien très fort entre Grenoble, le musée et l'Égypte antique. Alors, quels sont les enjeux d'une telle exposition qui rassemble des pièces incroyables et des acteurs aussi incroyables? Est-ce qu'on peut les présenter? Oui, alors cette exposition n'aurait jamais pu se faire sans le musée du Louvre. Ça a été pour nous une démarche que d'aller vers le musée du Louvre, solliciter à la fois ses compétences scientifiques, avec notamment les conservateurs du département des antiquités égyptiennes, mais également ses collections. Et donc c'est comme ça que s'est fait ce projet, grâce à Jean-Luc Martinez, le président directeur du Louvre, grâce à Florence Gombert-Meurice, qui est la conservatrice qui a été donc à l'origine de ce projet, et puis grâce aussi à tous ces prêts que le musée du Louvre a pu faire, qui ont été complétés par notamment d'autres grands musées européens, le British Museum, le musée d'art égyptien de Berlin, celui de Hanovre, la Bibliothèque nationale de France qui nous a prêté des papyrus tout à fait exceptionnels, plus un certain nombre d'autres lieux qui sont venus pour compléter, je dirais, l'ensemble des 275 œuvres que comprend cette exposition. Eh bien, il est temps de plonger dans cette exposition. Merci beaucoup, Guy Tossato. Merci. Merci. Le temps de rejoindre l'exposition Servir les dieux d'Égypte, direction Lyon, pour plonger dans les ateliers du Centre de conservation et d'études des collections du Musée des Confluences.
Quand on entre dans le laboratoire d'Isabelle Georgecoing, c'est comme rentrer dans un petit musée. Mais ne vous y fiez pas, beaucoup de ces pièces sont en réalité des copies. Responsable de la conservation des différentes collections du musée des Confluences, Isabelle est aussi mouliste, un métier de l'ombre pourtant indispensable. Alors je travaille le moulage pour différentes raisons, donc pour la médiation, pour le travail sur les ateliers avec les enfants, pour le moulage aussi pour le côté scientifique des objets, et puis aussi pour les expositions, quand on veut prêter un objet qu'on ne peut pas donner la pièce originale, on prête un moulage. Mais aussi, cela permet d'avoir une copie en cas de destruction, comme par exemple un incendie. Dents de requin, statuettes égyptiennes ou encore fossiles, Isabelle peut réaliser toutes sortes de moulages, comme cette pièce en pierre de 30 kg destinée à un musée québécois. C'est vrai qu'un crâne, c'est pas facile non plus parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, mais cette pièce-là était quand même pas facile à faire. Donc j'ai mis pas mal de temps à la réaliser et la couleur a été longue à faire parce que je superpose 7-8 couches de couleurs pour arriver vraiment à donner cette matière. Fabriquées en plâtre ou en résine, ces copies se doivent d'être les plus ressemblantes possibles. En plus de la fabrication du moule et de la pièce, il y a donc tout un côté artistique avec la coloration, un métier qui demande agilité et patience. Je monte mes couleurs, je reviens dessus. Bon, le temps de séchage est long, c'est pour ça que je fais plusieurs pièces en même temps. Mais toutes les pièces ne peuvent pas être moulées, comme ces copies de vasques canopes réalisées à partir de sculptures en bois tourné, ou encore ce masque-no. Maintenant, on va aller beaucoup plus vite avec le 3D. On va carrément tirer une pièce en 3D quand on ne peut pas mouler la pièce. Donc là, par exemple, sur le masque-no, voilà, on a fait une réplique en 3D et à partir de là, j'ai fait un moule et des tirages en résine et une patine. De temps en temps, Isabelle réalise des réparations sur des pièces exposées. Petite main du musée, elle travaille sur des objets en lien avec notre histoire et permet ainsi leur conservation. C'est aussi bien les conditionner, bien les ranger, donc ça permet d'éviter qu'ils continuent à se dégrader. Ça, c'est aussi très important d'avoir toujours l'œil sur les objets. Et vous participez à ça? Voilà. Nous sommes de retour au musée de Grenoble. À l'affiche, l'exposition Servir les dieux d'Égypte. Loin du faste des pharaons et des grandes pyramides, c'est une autre Égypte tout aussi mystérieuse et captivante qu'offre à voir cette exposition. Florence Gombert-Meurice, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de prendre le temps pour nous. Je sais qu'il y a beaucoup d'effervescence derrière nous. L'exposition est en cours. Alors, vous êtes commissaire scientifique. Qu'est-ce que ça signifie comme métier, comme mission sur ce genre d'exposition ? Le commissaire scientifique, c'est celui qui conçoit l'exposition dans son concept, c'est-à-dire qui essaye de raconter et de mettre en valeur des collections. Donc les raconter, ça veut dire quoi? Eh bien, trouver ce qu'il y a de particulier à mettre en valeur auprès du public pour que celui-ci puisse assimiler une partie de notre patrimoine. Et donc la mission du commissaire scientifique, c'est de raconter une histoire, mais une histoire qui ne soit pas une histoire inventée, mais bien une histoire réelle qui est offerte au public. Donc c'est tout le concept de l'exposition, depuis le choix des objets jusqu'à la mise en scène et la pédagogie qui va autour. Donc concrètement, comment ça se passe pour choisir les pièces? On a des très grosses pièces, des plus petites pièces, des pièces qui appartenaient au musée de Grenoble et d'autres qui sont au musée du Louvre. Comment est-ce que vous avez constitué le catalogue de l'exposition? Vous avez raison de dire qu'il y a des grandes pièces et des petites pièces. Et effectivement, tout l'art de mettre en scène des objets, de les mettre en valeur, c'est de savoir jouer sur les contrastes de proportions, les contrastes de couleurs. Donc il y a aussi un aspect esthétique qu'il faut concevoir d'avance quand on conçoit le propos scientifique d'une exposition. Cela dit, le choix des objets, il se fait avant tout autour du propos scientifique de l'exposition. Qu'est-ce que je veux montrer? Quels sont les objets à partir desquels je bâtis le propos d'exposition? Et donc, c'est à partir là, pour le coup, d'une question particulière autour des chanteuses d'Amon et des divines adoratrices à la 3e période intermédiaire, que nous sommes partis pour construire une exposition à partir du Fonds grenoblois et des collections du Louvre, agrémentées et ajoutées d'autres collections, d'autres musées européens. Un point sur l'Égypte, sur le terrain. Vous êtes aussi bien dans les musées que sur le terrain, dans les fouilles. Que peut-on dire de l'histoire qu'il reste encore à raconter ?
Est-ce qu'il reste encore des choses à découvrir? Eh bien, vous voyez, vous avez derrière vous une chapelle qui a été remontée il y a moins d'une dizaine d'années sur le site même de Carnac. Et cette chapelle, eh bien, grâce à son remontage, on a pu redécouvrir qu'elle appartenait, qu'elle était dédiée à Osiris maître de vie, Osiris Neb-Onre. Et nous continuons chaque année, en tout cas le directeur de la fouille, Laurent Coulon, travaille avec Cyril Georgie à la mise en valeur de ce site et à l'étude de ce site. Et donc, nous ne cessons en réalité de découvrir des choses. Dès que l'on commence à regarder de plus près, eh bien, on remet en valeur les objets, on comprend mieux. Et cette exposition avait pour intérêt et pour objectif aussi de mettre en valeur ces dernières découvertes et de les mettre à la disposition du public, parce que le public connaît les généralités peut-être sur l'Égypte, mais il faut que nous fassions l'effort de communiquer et de transmettre auprès du public là où nous en sommes de nos découvertes et qu'il nous accompagne finalement dans cette aventure qui est celle de comprendre l'histoire, de la connaître mieux et d'aller à la rencontre finalement d'hommes qui ont vécu il y a 3000 ans. Hein. Qu'est-ce que vous souhaitez que le public retienne quand il quitte cette exposition, Florence ? Ce que je souhaiterais que le public retienne, c'est que nous sommes à 3000 ans d'une histoire et qu'il y a eu des hommes qui ont vécu à cette époque et qu'ils aient, en sortant de l'exposition, peut-être à un moment donné, eu un point de rencontre, pas avec les hommes parce que personne ne peut le dire, mais en tout cas avec une civilisation, un mode de pensée, une manière de voir, même esthétiquement, le monde qui pourra les nourrir et peut-être aussi tout simplement leur plaire, c'est-à-dire donner du plaisir, parce qu'il y a du plaisir esthétique, il y a du plaisir intellectuel. Donc l'ambition est grande, comme vous le voyez, mais l'idée c'est le partage aussi et que les personnes sortant de l'exposition soient nourries d'autre chose que ce qu'est habituellement leur connaissance de l'histoire ou du quotidien. Eh bien, le message est lancé, il n'y a plus qu'à profiter. Merci beaucoup Florence, très belle exposition à toute votre équipe. Merci. Le musée de Grenoble revisite sa collection autour des prêtres et chanteuses d'Amon jusqu'en janvier 2019. Alors profitez du voyage à 2 pas de chez vous.